et si vous avez des questions, de les formuler au travers du chat. Julien et moi serons attentifs aux messages et nous relayerons un certain nombre de vos questions. Soit nous y répondrons directement, soit nous les relayerons vers Magali Benoît et Delphine Racle des douanes, le cas échéant. Alors justement, peut-être Laurent, pour compléter le principe des questions-réponses. Questions-réponses, comme Laurent Vol vous le disait, qui vont se dérouler en fin d'intervention. On essaiera, avec Laurent Vol, d'en sélectionner peut-être 6-7 questions qui sont les plus représentatives de toutes celles que vous posez, sachant bien évidemment que pour toutes les autres questions qui resteraient en suspens, vous avez nos coordonnées sur les présentations, que ce soit des douanes ou du service Entreprise Europe que nous représentons, et nous sommes à votre disposition par la suite pour y répondre, bien évidemment. Voilà, donc je crois que presque tout le monde est arrivé à présent, ou les retardataires nous rejoindront en cours. Donc on va commencer. Donc comme je le disais, 7e édition de cet épisode d'information à destination des entreprises sur le Brexit. Donc à la CCI Bourgogne-Franche-Comté et en partenariat avec les douanes. Donc je vais laisser mon collègue Julien Bellé, juriste qui suit ce dossier de près depuis le début et qui est également là pour vous accompagner sur vos questions liées au Brexit, nous faire un petit point de où on en est, puisque vous le savez tous sans doute qu'une échéance importante est passée le 30 juin dernier et que nous nous orientons maintenant vers une énième course contre la montre. Julien, je te laisse. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Laurent Vol, effectivement, ça fait maintenant 4 ans que les 28 États membres sont dans l'attente d'avancées réelles sur cette problématique du Brexit. Et pour faire un rapide historique de la situation récente, ce qu'on peut en dire rapidement sans revenir trop en avant. 31 janvier 2020, donc en tout début d'année, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ce qu'on peut appeler un Brexit politique. C'est-à-dire que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, politiquement, effectivement, mais tout ce qui concerne l'acquis communautaire est resté intégralement intact pour le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il est resté intégralement dans le marché unique européen. Laurent le disait récemment au mois de... Pour que ce soit audible pour tout le monde, il faut vraiment veiller à ce que l'intégralité des micros soit coupée. Sinon, je pense qu'on va tous en pâtir avec les risques effectivement de l'harcèlement. Merci à tous de couper systématiquement vos micros et vos caméras le cas échéant. Merci. Et là, récemment, au mois de... Attends. Voilà, j'ai désactivé les micros. Depuis le mois de juin, en fait, ce qui se passait, c'est que au 31 janvier 2020, Brexit politique, comme on vient de le préciser, avec la possibilité d'une période transitoire qui pouvait courir sur une période de 2 ans après la fin de l'année 2020. Mais au 12 juin, le Royaume-Uni a notifié à Bruxelles son refus d'étendre cette période transitoire au-delà du 31 décembre. Ce qui veut dire que, et là on le sait, depuis le 12 juin au 31 décembre 2020, le Brexit aura pleinement lieu, c'est-à-dire tant au point politique qu'au point économique. À partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni va quitter le marché unique et va devenir un pays tiers au sens juridique, au sens réglementaire et au sens normatif du terme. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et le 31 décembre 2020? La période transitoire va courir, si ce n'est que, et c'est ce qui a été précisé par notamment Michel Barnier qui suit les discussions de l'accord de retrait pour l'Union européenne, afin qu'un accord
soit opérationnel et en vigueur au 1er janvier 2021, il faudra qu'il ait été signé au plus tard fin octobre. Ce qui veut dire que nous sommes le 7 juillet, les États membres et le Royaume-Uni n'ont plus que 4 mois en tout et pour tout pour définir quelles seront les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est un délai qui est très court, effectivement. Boris Johnson avait dit, lui, de toute façon, depuis longtemps, qu'il ne souhaitait pas prolonger cette période de transition. Il a respecté effectivement ce qu'il avait dit. Malgré tout, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ainsi que Michel Barnier et tous ceux qui suivent les débats depuis longtemps, sont sceptiques sur le fait qu'on puisse arriver à trouver un accord matérialisé sur tous les sujets qui restent à courir. Alors, ce qu'on peut dire effectivement, d'ores et déjà, ce qui a changé depuis effectivement le 31 janvier 2020, depuis ce Brexit politique, c'est qu'effectivement Londres ne participe plus aux décisions de l'Union européenne, elle ne fait plus partie de la table des négociations, des conseils européens, des réunions de chefs d'État, et les ministres britanniques ne participent plus aux réunions ministérielles bruxelloises. D'autre part, pratiquement parlant, le Royaume-Uni ne possède plus de commissaire européen à la Commission, et le Parlement a redistribué les sièges des parlementaires britanniques à d'autres États qui étaient sous-représentés. Ça, c'est ce qui a pratiquement changé depuis le mois de janvier 2020 et ce qui opère encore maintenant. En revanche, ce qui n'a toujours pas changé et ce qui ne changera pas jusqu'à cette fameuse date du 31 décembre 2020, c'est tout ce qui concerne l'acquis communautaire des Britanniques, à savoir la libre circulation des biens, des services, des citoyens. Tout ça, effectivement, ça reste un acquis pour le Royaume-Uni dans sa globalité. Les étudiants Erasmus continuent leurs échanges. On a entendu beaucoup de débats sur les problématiques liées à la pêche. Pour l'instant, les pêcheurs français peuvent continuer à pêcher dans les eaux britanniques. Ça ne change pas encore, attention. Tous les droits de circulation, de travail, de cotisation, retraite des citoyens européens qui sont actuellement au Royaume-Uni ne sont absolument pas modifiés. Et dans un sens plus large, pour les entreprises que vous représentez tous ici, jusqu'au 31 décembre 2020, absolument rien ne change. Les relations que l'on a d'un point de vue juridique, économique avec le Royaume-Uni sont les mêmes qu'avant le vote du Brexit en 2016. Ce qui va être discuté pendant ces 4 mois de période transitoire, donc entre le mois de juillet et fin octobre, pour trouver ce fameux accord de retrait, ce qui va être discuté entre les États membres et le Royaume-Uni, sont tous ces volets qu'on voit sur la slide en question: le commerce, la pêche, les transports, l'énergie, la coopération judiciaire, les services financiers, la propriété intellectuelle. Toutes ces différentes matières ne sont pas encore, nous n'avons pas trouvé encore entre l'Union européenne et le Royaume-Uni un accord définitif, notamment sur la pêche, comme on l'évoquait. Est-ce que le Royaume-Uni souhaite que ces eaux lui reviennent intégralement et ne plus voir de ressortissants européens pêcher au sein de... Je crois qu'il y a un problème avec la slide. Ouais, Julien, à l'écran, on voit, nous recherchons votre application Teams. Ouais, il y a un petit souci là. On ne voit plus la slide. Alors, attends, je vais reprendre la slide. Est-ce que c'est... Bon. Est-ce qu'elle est réapparue? C'est bon. Alors, très bien. Non, pas chez moi, mais il y a toujours un petit délai. Ouais, pas encore. C'est bon. C'est bon, Julien. Parfait. Merci, Delphine. Donc, tous ces volets qui, pour l'instant, ne sont pas encore négociés, ce sera effectivement cette course contre la montre des 4 mois qui nous restent là entre maintenant et fin octobre, pour trouver un accord. Boris Johnson, ce que j'expliquais sur la pêche notamment, souhaitait que ces eaux lui restent entièrement souveraines. Il ne souhaitait pas effectivement de coopération judiciaire, notamment au niveau civil et au niveau pénal. Qu'est-ce qui va réellement être dit sur ces différentes
problématique pendant ces 4 mois. On ne peut pas encore apporter un avis définitif. Les semaines, les mois qui vont venir vont nous en apprendre certainement plus. Il est fort à parier que tous les sujets que le Royaume-Uni et l'Union européenne ne trouvent pas d'accord sur tous ces sujets, malgré tout, les réunions vont s'intensifier. Le commissaire Barnier l'a expliqué, notamment tout l'été, avec des points d'étape qui sont faits à chaque fois en fin de mois, point par point, pour savoir où en sont les avancées liées à tous ces volets. En ce qui concerne les programmes communautaires, je vais laisser la parole à Laurent Vol, qui va vous dire un petit peu ce qui va en être, justement jusqu'à la fin de l'année. Donc pour les programmes communautaires, le Royaume-Uni, comme l'a dit Julien, c'est la même chose que pour les autres, les autres règlements. Le Royaume-Uni continue à participer pleinement au programme cadre du programme pluriannuel 2014-2020 jusqu'à la fin de cette programmation, c'est-à-dire y compris au-delà de 2020 pour des projets qui auront été signé avant la fin de 2020. C'est-à-dire que le financement va se poursuivre jusqu'à la fin de ces projets, même si ces projets sont pluriannuels et démarrent juste avant le 31 décembre 2020. Pour le programme, le budget pluriannuel 2021-2027, bien évidemment, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le Royaume-Uni ne fait pas partie des discussions, mais une négociation programme par programme est prévue dans le cadre de la transition et au-delà. Et pour l'instant, il est très vraisemblable que le Royaume-Uni, comme le font actuellement la Norvège ou la Suisse, soit ponctuellement pleinement participant, donc en versant de l'argent au budget de tel ou tel programme en fonction des secteurs, donc notamment au niveau de la recherche et de l'innovation. Pour en citer un exemple, il est très vraisemblable que le Royaume-Uni reste membre du programme. Mais par défaut, à partir du programme cadre pluriannuel 2021-2027, le Royaume-Uni n'est pas par défaut membre de ces programmes. Il en va de même pour tout ce qui est de la politique de cohésion, tout ce qui est fonds de développement régional, fonds agricoles, où tout cela s'arrête à la fin de 2020. Alors, si je le précise, c'est parce qu'un certain nombre de ces programmes génèrent des collaborations transfrontalières entre des entités françaises, voire de Bourgogne-Franche-Comté, et éventuellement des entités britanniques. Donc, si vous êtes concerné, si vous avez un partenaire britannique, jusqu'à la fin 2020, vous pouvez vous lancer dans un projet sans aucun souci, même si le projet s'étale sur 2021-2022, voire 2023. En revanche, à partir du 1er janvier, ça sera à voir si, en effet, le gouvernement britannique et l'Union européenne s'entendent sur les programmes en question. Alors, sur toutes les questions qui sont relatives aux avancées des négociations sur le Brexit, nous avons mis en place au niveau de la Chambre de commerce de Bourgogne-Franche-Comté une hotline. Vous avez l'adresse brexit@bfc.cci.fr. Vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions, envoyer vos questions à cette adresse. Vous pouvez consulter le site de la CCIR sur lequel nous avons répertorié des fiches et des guides pratiques d'actualité sur l'Union européenne, pas uniquement évidemment sur la question du Brexit, mais ça en fait partie. Et puis vous avez aussi bien évidemment vos services de proximité, vos services de formalité internationale qui sont présents dans chacune des CCI territoriales que vous pouvez bien évidemment solliciter sur ces questions. Et il y a une réelle transversalité entre les différents services des formalités internationales et nous, le service Entreprises Europe de la CCIR. On est amené à s'échanger des informations et à travailler sur ces questions en commun. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter en fonction de vos questions, de vos besoins et de l'avancée effectivement des travaux et en fonction de ce qu'on en saura et de ce qu'on pourra vous transmettre. Je vais laisser maintenant la parole
à Magali Benet du service du pôle action économique de la douane basé à Dijon. Magali. Oui, tu m'entends, Julien? C'est bon? Très bien, on t'entend parfaitement. Je vais te laisser prendre la la main sur tes slides, exactement. J'essaie de lancer le diaporama et tu me confirmes s'il est bien à l'écran. Je te dis ça. Est-ce que ça arrive ou pas? Très bien. Impeccable. Il est là? Bon. Attends. Il est là, en plein écran. Parfait. Il est visible. Voilà, écoute, on le voit, hein, Mag. Ok, ouais, non, mais c'est bon, je le vois aussi. Donc, Magali Benet, j'assure les fonctions de cellule conseil aux entreprises à la direction des douanes de Dijon. Donc, je suis là pour vous accompagner dans l'ensemble de vos formalités douanières, aussi bien à l'import qu'à l'exportation. Donc, le diaporama qu'on présentera aujourd'hui se fera à deux voix, hein. Je débute ce diaporama et ma collègue de Franche-Comté, Delphine Racle, prendra la main au milieu du diaporama à peu près. Et bien, allez-y, on est parti. Donc, je reprends de manière très, très synthétique, hein. Vous avez là une frise qui reprend les différentes étapes de cette sortie de l'Union européenne sur l'année 2020 uniquement. Donc, Julien Bellet vous a déjà présenté les phases dans leur ensemble, hein. Donc là, nous avons passé le mois de juin, donc la date fatidique pour le Royaume-Uni qui permettait de prolonger la période de transition. Donc, nous avons nous avons effectivement une communication formelle du Royaume-Uni qui nous donne effectivement l'information d'une fin de période transitoire au 31 décembre de cette année. Nous sommes entrés dans un dernier cycle de négociation qui devrait s'achever au plus tard au mois d'octobre afin de laisser au Conseil européen le temps de ratifier, le cas échéant, l'accord qui aurait été négocié sur cette dernière période. Alors, clairement, dans quel état d'esprit l'Union européenne et le Royaume-Uni sont partis dans le cadre de ces négociations? Pour ce qui concerne le Conseil européen, on est parti de l'idée que le Royaume-Uni et l'Union européenne sont des partenaires depuis plus de 40 ans et qu'il était peu envisageable de négocier avec le Royaume-Uni un accord à minima. Donc on est parti sur l'idée d'un accord à portée très large, avec évidemment un certain nombre de conditions à respecter. Entre autres, ce qui tient le plus à cœur l'Union européenne, c'est le respect des conditions de concurrence équitable, c'est-à-dire que l'Union européenne souhaite protéger son marché intérieur et ne voudrait pas voir arriver à ses frontières un pays qui appliquerait la dérégulation fiscale, sociale, environnementale, etc. Dernier point, l'Union européenne tient également à ce que le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne reste majeur dans les futurs accords qui sera négocié. Vous verrez que le Royaume-Uni n'est pas forcément du même avis. Alors, la feuille de route qui a été donnée donc, pour cette négociation d'un accord très global, très large, c'est d'envisager un accord avec des règles qui iraient très, très au-delà de ce qui est prévu dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec la mise en place de règles sans droit de douane, sans quota, c'est-à-dire qu'on ne limite pas de manière sectorielle l'entrée de certaines marchandises, donc pas de restriction, avec la mise en place de règles d'origine, donc reconnaissance d'une origine préférentielle. Cet accord donc ne pourrait être applicable pour l'Union européenne que si le Royaume-Uni applique des règles de concurrence équitable, ce qui pour le Royaume-Uni n'est pas effectivement acquis. Donc, on a 4 points de blocage aujourd'hui, 3 surtout pour ce qui nous concerne. Le refus d'abord des conditions de concurrence équitable. Le Royaume-Uni souhaite garder sa souveraineté, ne souhaite pas se voir opposer des règles qui aujourd'hui sont applicables dans l'Union européenne. Donc à ce niveau-là, ça bloque vraiment de manière importante. La pêche, comme l'a évoqué Julien Bellet, la pêche c'est aujourd'hui un sujet qui porte polémique des deux côtés de la frontière, puisque le Royaume-Uni souhaite une renégociation annuelle des quotas de pêche, alors que l'Union européenne voudrait pouvoir avoir accès aux eaux britanniques de manière illimitée.
Dernier point pour ce qui concerne l'activité commerciale, la dernière qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale, elle touche moins notre secteur douanier. C'est le type d'accord à mettre en place entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'envisage pas un accord global, général. Il souhaiterait plutôt un accord tel que celui qui a été signé avec le Canada il y a 3 ans, le CETA, et puis envisager au fur et à mesure des petits accords sectoriels. Donc ça pêche à ce niveau-là. Alors, on a un point spécifique, c'est l'Irlande. Parce que l'Irlande, elle est découpée en 2 parties. On a la République d'Irlande et puis l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord appartenant au territoire douanier britannique. C'est posé la question de la fameuse frontière entre les deux parties. Sachant que le souhait était de ne pas rétablir de frontières matérielles entre ces 2 territoires. C'est ce qui a bloqué pendant une période assez longue, dans le cadre des négociations de l'accord de sortie, puisque là, on a validé l'accord de sortie et maintenant, on négocie l'accord post-sortie, donc pour les relations futures. Donc pour ce qui concerne l'Irlande, tel que négocié au 17 octobre 2019, il a été décidé que l'Irlande resterait dans le territoire douanier britannique, mais que cette partie de l'Irlande continuerait à appliquer les règles européennes du marché commun. Ce qui veut dire concrètement que les frontières donc, ne sont pas matérialisées entre les 2 Irlandes. Les frontières et les contrôles douaniers se réalisent sur les ports britanniques et pas à l'intérieur du territoire. Donc les marchandises sont libres de circuler entre les 2 Irlandes. Donc ça, c'est tel que ça a été négocié dans l'accord de sortie et tel que ça pourrait s'appliquer si un accord est signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne avant la fin de l'année. Dans le cas où on appliquerait cette solution, ça veut dire que dans l'hypothèse où une marchandise arriverait sur la partie britannique de l'Irlande, cette marchandise pourrait, le cas échéant, si jamais les taxes britanniques mises en place étaient moins élevées que les taxes européennes, se voir rembourser les droits qui auraient été perçus au moment de son entrée sur le territoire. Deuxièmement, il est possible également d'imaginer que ces marchandises qui entrent sur le territoire de l'Irlande du Nord et qui n'auraient pas vocation à être mises à la consommation sur le territoire communautaire pourraient d'emblée se voir appliquer la tarification britannique, sous réserve de prouver que cette marchandise ne sera jamais amenée sur le territoire communautaire. Donc là, l'accord tel qu'il a été signé à la sortie s'appliquera normalement dans le cadre de cette sortie au 31 décembre, sous réserve qu'effectivement on arrive à trouver une solution avec le Royaume-Uni. Si jamais ce n'était pas le cas, si on n'a pas d'accord à la fin de l'année, une frontière sera matérialisée entre les 2 territoires irlandais, ce qui signifie rétablissement des formalités douanières et déclaration en douane entre les 2 territoires irlandais. Alors, la position du Royaume-Uni concernant l'Irlande, alors on vous a mis un lien sur le nouveau protocole pour les relations avec l'Irlande du Nord, tel que publié par le Royaume-Uni à la fin du mois de mai. Clairement, le Royaume-Uni envisage de mettre en place une situation où, entre la partie britannique et l'Irlande du Nord, il n'y aurait absolument aucune formalité douanière. Pas de déclaration en douane, pas de contrôle réglementaire, on ne leur demande pas de produire des documents spécifiques pour passer de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni. Ah, j'ai plus la main là. Il y a quelqu'un? Tu peux. La main, il y a quelqu'un qui a dû prendre la main, Julien. Pourtant non. Je ne peux plus avancer mon slide. Alors, attends. Non, c'est pas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui avait demandé la main. C'est bon, ça défile, hein, Magali, là. Tu vois défiler quelque chose? Parce que moi, ça défile plus chez moi. Ouais.
Moi, je suis passée à la diapo super. numéro 9, état des négociations, position C'est du ça. Royaume-Uni. Voilà ce C'est que ça, j'ai à mais l'écran. toi, tu veux passer la 10, hein, Delphine, c'est ça? Mhm. Alors, attends, je ne l'ai plus à l'écran. Où est-ce qu'il est donc le truc? Ouais, Alors, mais celle-là, c'est bon. Ferme ta- Ah bah, c'est bon, j'ai repris la main. Super. J'ai C'est repris bon, la t'as main, c'est repris tout la bon. main. Ok, Ouais. nickel. Donc, quoi qu'il arrive, à la fin de cette année, normalement, hein, malgré les différents rebondissements qu'on a pu vivre depuis 4 ans, de toute façon, le Royaume-Uni va quitter le marché intérieur, ce qui veut dire que pour vous, concrètement, ça va entraîner quand même de nombreux changements. Spécifiquement pour les produits tels que le secteur automobile, la chimie, les médicaments, tous ces secteurs qui nécessitent des autorisations spécifiques pour pouvoir quitter ou entrer sur un territoire tiers. De ce fait, nous, on vous incite grandement à anticiper cette sortie, hein, à ne pas attendre le mois d'octobre ou novembre pour préparer cette sortie. Vous avez à votre disposition tous les services de l'État hein, qui sont mobilisés pour vous accompagner sur ce Brexit, et puis également un nombre d'opérateurs, que ce soit au niveau national ou en région. Alors, comment est-ce que vous pouvez préparer cette sortie? On vous invite dans un premier temps à essayer d'analyser, d'avoir une vision bien précise de ce que représentent vos flux logistiques à destination ou en provenance du Royaume-Uni, de manière à pouvoir déterminer ce que ça va représenter en nombre de déclarations. Et puis forcément, ce nombre de déclarations va avoir un coût sur votre entreprise. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Au-delà de cette évaluation, d'échanger avec vos fournisseurs et avec vos clients pour savoir qui va gérer quoi, comment, qui va aller jusqu'où dans le transport, dans l'assurance des marchandises. Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est que le dédouanement, ça fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Il faut l'anticiper. Il faut essayer au maximum de le maîtriser. Hein, vous voyez sur le petit slide, vous avez le schéma logistique avec la petite usine, ce qui est très souvent ce qui est utilisé par les opérateurs, c'est-à-dire une livraison au client sortie d'usine France, puis après le client prend en charge l'essentiel de la chaîne logistique. Je sais qu'on radote un petit peu, mais la prise en charge au moins des formalités douanières, c'est ce qu'on vous incite à prendre en charge à minima. Donc, pour pouvoir évaluer et préparer ce Brexit, vous avez à vos côtés l'ensemble de l'équipe du pôle action économique des douanes de Dijon et de Besançon. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on est à votre disposition, hein, que ce soit via la boîte fonctionnelle, par téléphone, si vous avez besoin qu'on organise une réunion ou autre, n'hésitez pas. Les fédérations de transport sont également à votre disposition et n'hésitez pas à les solliciter. Hein. Vos représentants en douane, évidemment, puisque ce sera le maillon de la chaîne qui va gérer toute la partie déclarative. Donc, c'est important que vous discutiez, que vous échangiez avec eux pour évaluer le nombre de déclarations que va représenter votre flux en post-Brexit. Et puis, bien évidemment, la porte d'entrée pour vos formalités à l'international, la team France Export, qui regroupe la CCI, BPI et Business France. La douane fait également partie de ce dispositif. Vous y trouverez également les conseillers du commerce extérieur, enfin, un nombre important d'acteurs qui sont là pour vous aider à préparer ce Brexit sereinement. Alors, malgré toutes les incertitudes qu'on vit depuis plus de 4 ans sur ce dossier du Brexit, ce qui est à peu près sûr maintenant, c'est que depuis effectivement février 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Il reste aujourd'hui dans l'Union douanière, mais jusqu'à la fin de cette année seulement. Et qu'à la fin de cette année, donc 1er janvier 2021, vous devrez accomplir des formalités douanières et déposer des déclarations en douane. Donc, c'est important que vous soyez en capacité de le faire et de maîtriser les procédures qui sont liées à ces formalités douanières, aussi bien sur notre territoire douanier de l'Union que de l'autre côté de la frontière au Royaume-Uni. Alors, pendant les quelques mois qui nous restent de négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il va être particulièrement important de faire attention à la notion d'origine. Aujourd'hui, vos marchandises qui sont produites peut-être à partir de marchandises, de matières premières originaires du Royaume-Uni, pourraient perdre le statut européen parce que demain, le Royaume-Uni sera un pays tiers.
Donc ça peut avoir un impact important sur vos prix, ça peut avoir un impact important sur la notion d'origine de vos marchandises et la notion de made in, entre autres. Donc préparez-vous bien. Cette notion d'origine, si vous êtes concerné, que vous avez des matières premières britanniques qui sont intégrées dans un produit fini que vous vendez ensuite à l'international ou même sur le territoire communautaire, on vous invite à nous contacter, à échanger avec nous pour qu'on puisse vérifier ensemble que ça n'impacte pas votre activité. Alors, le dépôt d'une déclaration en douane, donc là on arrive clairement sur la partie formalité douanière, donc on imagine qu'on est au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et donc vous allez avoir à saisir des déclarations. Donc important, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui va régler le transport, enfin, qui va le gérer, qui va payer ce fameux transport, qui sera responsable des dégâts pendant le transport des marchandises, qui va payer les taxes à l'importation, le cas échéant, si des taxes sont mises en place, et qui souscrit l'assurance. Donc ça, c'est toute la partie logistique qu'on vous invite à préparer, à discuter avec vos représentants en douane, avec les fédérations de transport, avec vos clients, avec vos fournisseurs. Et puis alors après, on a toute la partie déclaration en douane. Donc là, je vais juste évoquer quelques points, parce que c'est ma collègue Delphine Racle qui va prendre la suite. Première étape, pour pouvoir être un opérateur du commerce international, évidemment, obtenir un numéro EORI pour être identifié. Et puis, pour saisir une déclaration, il va falloir déterminer qui va être amené à remplir ces fameuses déclarations. Dans ces déclarations, un certain nombre d'informations sont nécessaires, donc il va falloir vérifier la nomenclature de vos produits, vérifier si ces produits peuvent être, le cas échéant, soumis à droits et taxes dans le pays de destination, s'ils sont soumis à une réglementation particulière. Vous allez décider qui va assurer le transport de vos produits, faire très attention à fiabiliser votre dédouanement à l'export et bien préparer votre dédouanement à l'importation. Sur ce, je vais laisser ma collègue Delphine Racle vous dérouler de manière un peu plus complète ces différents points. Delphine, je te laisse la main. Merci Magali. Donc, tu peux sortir de ta présentation et je vais enchaîner sur la mienne. Ouais. Alors, donc, je salue. Merci à toi. Ouais. Donc, j'en profite. Magali. Voilà, c'est tout bon. Bon, y a plus... Je vais partager. Voilà, normalement, vous devez avoir ma partie à l'écran. Est-ce que c'est bon? C'est très bien. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis... Je la vois pas, Delphine. Tu me vois pas. Bon, est-ce que tu m'entends? La présentation je vois pas ton diaporama. Je sais pas si les personnes le voient, mais moi, je le vois pas. Si apparemment les gens le voient. C'est bon. Bon. C'est bon, super, parfait. Donc, bonjour à tous, moi je suis Delphine Racle, je suis l'homologue de Magali Bonnet pour la direction des douanes de Besançon. Donc je vais vous parler plus particulièrement des formalités douanières à accomplir. Première d'entre elles, eh bien, c'est l'obtention d'un numéro EORI, si vous n'en avez pas déjà un. Pour vérifier si vous avez un numéro EORI, eh bien, vous pouvez consulter le site de la douane, douane.gouv.fr. Le numéro EORI, c'est l'enregistrement de votre numéro de SIRET dans la base de données communautaire. Donc, si vous n'avez pas de numéro EORI, eh bien, il faudra enregistrer votre numéro de SIRET. Il faudra pour cela très simplement aller sur le site de la douane, douane.gouv.fr, vous connecter, créer un compte et faire la demande de numéro dans l'applicatif qui s'appelle Soprano EORI. Donc ça, c'est pour la partie France, si jamais vous n'avez jamais effectué d'opération de dédouanement. Et puis, vous aurez éventuellement besoin de solliciter un numéro EORI au Royaume-Uni, dans 2 cas. Si vous avez une filiale au Royaume-Uni et que vous exportez des biens de la France vers cet établissement, auparavant, ces échanges étaient des échanges intracommunautaires qui n'étaient pas soumis à des formalités de dédouanement. Donc, à partir de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il faudra établir des déclarations en douane pour ces échanges. Et donc, il faudra faire une déclaration d'importation au Royaume-Uni et donc obtenir un numéro EORI dans ce pays.
Et enfin, deuxième cas, pour éventuellement demander un numéro EORI, eh bien, il faudra demander un EORI si vos contrats commerciaux prévoient que vous êtes responsable des formalités douanières au Royaume-Uni. Donc ça dépend de l'incoterm de la transaction. Magali vous en parlait tout à l'heure. Donc, bien vérifier quels sont les termes de vos contrats. Est-ce que vous êtes responsable du dédouanement aussi quand vous vendez au Royaume-Uni? Donc, à ce moment-là, il vous faudrait un numéro EORI. Donc la demande, eh bien, elle se fait comme côté français, sur le site du gouvernement britannique. Cette fois, elle se fait en ligne et vous aurez le lien dans la présentation. Donc voilà pour ce premier point sur le numéro EORI. Deuxième chose à évoquer, eh bien, c'est savoir qui va faire la déclaration en douane, puisqu'il y aura des formalités douanières à accomplir. Donc, pour établir les formalités douanières, eh bien, vous aviez deux options. Première option, soit vous faites vous-même vos déclarations en douane, parce que vous avez une autorisation de dédouanement qui vous a été délivrée. Donc ça, c'est une solution à envisager éventuellement pour faire vous-même vos déclarations en douane à destination du Royaume-Uni ou en provenance du Royaume-Uni. Toutefois, sachez qu'il faut quand même une certaine formation, il faut quand même avoir un personnel disponible pour établir ces formalités douanières. Donc, la plupart d'entre vous vont se tourner vers la deuxième solution, à savoir faire appel à un prestataire agréé, un prestataire de service qu'on appelle un représentant en douane enregistré. Donc, c'est un professionnel du dédouanement qui va accomplir ces formalités douanières pour votre compte. C'est une prestation de service, il y aura évidemment des frais à acquitter auprès de ce prestataire. Donc, voilà pour la partie remplissage, établissement des formalités de dédouanement. Troisième point à prendre en compte, eh bien, c'est à l'importation en provenance du Royaume-Uni, eh bien, vérifier les droits et taxes qui vont être applicables sur les marchandises que vous allez importer du Royaume-Uni. Alors, toute opération d'importation se traduit par la perception éventuelle de droits de douane et la perception de TVA et de taxes parafiscales. Donc, ces droits et taxes, ils sont fonction de plusieurs éléments. Tout d'abord, la nature de la marchandise, le code douanier de la marchandise. Donc, il va être important de fiabiliser le code douanier de la marchandise. Vous pouvez consulter pour cela le site de la douane, le service en ligne qui s'appelle RITA, la nomenclature tarifaire, puisque les droits de douane vont être fonction du code douanier de la marchandise. Second point important, l'origine de la marchandise. Et là, on en arrive au point crucial qui est en train d'être négocié entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est la négociation d'un accord de libre-échange. Puisque lorsqu'un accord de libre-échange est négocié entre l'Union européenne et un pays partenaire, eh bien, dans la majeure partie des cas, les droits de douane sur les marchandises sont à 0%, en fonction de l'origine préférentielle de la marchandise. Donc là, tout l'intérêt des négociations avec le Royaume-Uni, eh bien, c'est d'avoir un accord de libre-échange pour permettre d'avoir des droits de douane à zéro. Donc, s'il n'y a pas d'accord de libre-échange négocié, eh bien, potentiellement, il pourrait y avoir des droits de douane sur les marchandises originaires du Royaume-Uni. Donc, il faut vraiment surveiller ce point-là. Et enfin, troisième point, le montant des droits et taxes est fonction de la valeur de la marchandise. Alors, sur les déclarations d'importation, la valeur en douane, celle qui sert de base au calcul des droits de douane, c'est une valeur en douane à l'importation au point d'entrée dans l'Union européenne. Ça signifie que pour une marchandise qui est importée depuis la Belgique, par exemple depuis Anvers, eh bien, c'est la valeur de la marchandise à Anvers, donc valeur de la marchandise et éventuellement les frais de transport jusqu'à Anvers, jusqu'à l'arrivée en Belgique. Et puis, la base TVA, en revanche, elle va comprendre la valeur de la marchandise jusqu'au lieu de livraison, jusqu'au point de destination finale. Et à cette valeur-là s'ajouteront également les éventuels droits de douane qui auront été perçus à l'entrée dans l'Union européenne. Donc voilà pour ce petit récap des formalités douanières. Pour connaître le taux de droit de douane qui s'applique sur les marchandises, à l'entrée dans l'Union européenne, eh bien, vous allez toujours sur le service en ligne RITA Encyclopédie sur le site douane.gouv.fr. Une fois que vous avez le code douanier, eh bien, vous pouvez rechercher la réglementation applicable et là, vous obtiendrez le taux de droit de douane. Et puis, pour connaître le taux de droit de douane au Royaume-Uni, je vous en parlerai un petit peu à la fin de cette présentation.
on peut les consulter sur le site des douanes anglaises. Et sachant que vous pourrez aussi les avoir à terme sur le site Europa, qui s'appelle Market Access Database. Je pense que certains d'entre vous le pratiquent déjà un peu. Pour l'heure, les droits de douane applicables au Royaume-Uni ne sont pas encore consultables sur Market Access Database. Donc pour l'instant, il faut aller sur le site du gouvernement britannique. Mais vous aurez tous les liens dans ce diaporama. Donc voilà pour ce point sur la vérification des droits et taxes applicables. Enfin, autre point à vérifier, vérifier si vos produits sont éventuellement soumis à une réglementation particulière. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de marchandises au niveau douanier qui sont considérées comme sensibles ou qui sont prohibées et qui sont donc soumises à une surveillance particulière dans les formalités d'import ou d'exportation. Et donc, leur commerce est soumis à la délivrance d'une licence d'importation ou d'exportation. Donc, ces catégories de marchandises, il faudra être particulièrement vigilant si vous échangez ces marchandises avec le Royaume-Uni. Donc, je vais vous les énumérer. On a tout d'abord les médicaments, les produits de santé. Donc, leur importation sur le territoire européen nécessite le plus souvent la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation d'essai clinique ou d'une autorisation d'importation, qui est demandée à l'autorité nationale de sûreté du médicament. Autres produits soumis à réglementation spécifique, les produits sanitaires. Donc là, ça désigne les animaux vivants et les produits d'origine animale. Donc ces produits-là, lorsqu'ils pénètrent sur le territoire de l'Union européenne, ils sont extrêmement suivis et ils doivent être soumis à contrôle dans un point d'inspection frontalier où ils sont contrôlés dans les CIVEP, qui sont les services vétérinaires, qui délivrent un certificat vétérinaire et certificat vétérinaire qui est absolument obligatoire et essentiel pour permettre son dédouanement à l'entrée dans l'Union européenne. Et donc, ce point-là particulièrement, en ce qui concerne la sortie du Royaume-Uni, eh bien, tous les produits animaux vivants, produits d'origine animale qui vont rentrer sur le territoire de l'Union européenne, eh bien, vont devoir être contrôlés à l'entrée dans l'Union. Donc, c'est pour ça que sur tous les points frontières, eh bien, les services du ministère de l'Agriculture ont mis en place des services vétérinaires pour contrôler ces produits à l'entrée dans l'Union européenne. Autres produits sensibles, produits ayant un impact sur l'environnement, ça désigne les déchets, ça désigne également tous les produits chimiques, gaz à effet de serre, produits composants fluorés. Donc ça, ils sont soumis à des documents de circulation. On trouve également les produits, les espèces de la faune et de la flore qui relèvent de la convention CITES, donc qui sont protégés, dont le commerce au niveau mondial est protégé et soumis à un permis CITES dans le cadre des échanges à l'import ou à l'export. On trouve également en produits sensibles les matériels de guerre, armes à feu, leurs munitions, les explosifs. Donc ce sont des documents qui sont soumis à licence d'importation, à autorisation d'importation ou d'exportation. Et puis enfin, les biens à double usage, donc qui sont des biens qui peuvent avoir une utilisation aussi bien civile que militaire. Et leur commerce est également soumis à une licence d'exportation. Donc, toutes ces marchandises sensibles, lorsque vous les échangez avec le Royaume-Uni, eh bien, il faudra bien veiller à anticiper vos demandes d'autorisation. L'instruction des dossiers prend souvent plusieurs semaines, donc il ne faut pas le faire au dernier moment. Et pour ceux d'entre vous qui ont des autorisations actuellement valides, eh bien, il faudra vérifier auprès des administrations de délivrance, il faudra vérifier si ces autorisations seront toujours valables après le Brexit. C'est le cas notamment pour certains matériels de guerre, armes à feu, explosifs, où on peut avoir une prolongation des licences. Donc renseignez-vous bien auprès des administrations de délivrance. Une fois que vous avez vos autorisations, veillez à les transmettre dans les délais aux transporteurs. Faites en sorte également que votre transporteur soit d'accord pour gérer ces marchandises à l'import ou à l'export. Dans un flux intracommunautaire, c'est souvent plus simple, mais dès qu'on passe sur des opérations d'import ou d'export, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, veillez bien à préparer votre dossier avec votre transporteur. Et enfin, prévoir que ces marchandises qui sont sensibles
pourront être soumises à un contrôle au point d'entrée ou au point de sortie. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des produits vétérinaires, hein, des produits animaux vivants ou produits issus des animaux. Donc ceux-là, comme je vous le disais, ils vont être soumis à un contrôle systématique dans les CIVEP au point d'inspection frontalier. Donc forcément, le dédouanement sera un petit peu plus long et ça, il faudra bien le prendre en compte. Donc voilà pour ce petit rappel sur les produits soumis à réglementation particulière. On passe à la diapo suivante qui concerne tout le travail de préparation que la douane française a fait avec le système qui a été développé qui s'appelle le SI Brexit, le système d'information Brexit, et qui vise à assurer au maximum la fluidité des flux transmanche. Il faut savoir que côté français, eh bien, il y avait différents impératifs à prendre en compte, notamment le fait que le temps de traversée est très court. On est entre 40 minutes et 1 heure. Le fait que la plupart des camions qui passent au Royaume-Uni, enfin qui passent au Royaume-Uni sont des camions accompagnés, c'est-à-dire que le chauffeur suit la marchandise, reste dans le camion, ce qui n'est pas le cas du flux qui part des ports du nord de l'Europe, où principalement on a un chauffeur qui va déposer son conteneur dans le port, ce qui s'en va. Le conteneur est chargé ensuite sur le bateau. Le bateau, une fois déchargé, eh bien, remet le conteneur à un autre chauffeur qui assure ensuite la livraison dans le pays de destination. Donc ça, c'est pas du tout le cas côté trafic transmanche entre la France et le Royaume-Uni. Donc il fallait vraiment veiller à ce qu'on n'ait pas des chauffeurs qui s'agglutinent comme ça sur les points d'entrée en attendant, point d'entrée ou de sortie, en attendant de pouvoir dédouaner. Donc l'enjeu, il était vraiment de fluidifier un maximum le passage de la frontière et c'est pour ça qu'on a développé le système qu'on a appelé la frontière intelligente. Donc l'idée, c'était d'avoir déjà une anticipation au maximum des formalités de dédouanement, ça c'est la clé. Et puis ensuite, d'utiliser les systèmes d'information existants, les systèmes d'information des compagnies maritimes, les systèmes d'information d'Eurotunnel, qui avaient déjà un système d'identification des moyens de transport qui étaient transportés dans la navette Eurotunnel ou dans les ferries, d'utiliser ces systèmes-là qui étaient préexistants, pas générés d'infrastructures trop lourdes, et puis d'automatiser la gestion de ces flux à travers le SI Brexit, tout en interconnectant tous ces systèmes. Donc ça, c'est la slide suivante. Donc on a vraiment le SI Brexit au milieu qui fait le lien entre les systèmes d'information des partenaires compagnies de ferry Eurotunnel et puis le système douane de dédouanement avec le système pour le transit et le système Delta G et ECS pour la certification de sortie. Donc un petit peu plus concrètement, comment ça se passe? Donc vous voyez sur le schéma du flux import. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il faut que les formalités de dédouanement soient anticipées. Là, je vous parle de l'importation. Donc à l'importation, il faut anticiper la déclaration en douane et lorsque le moyen de transport se présente avec sa déclaration en douane au terminal ferry ou au terminal Eurotunnel, eh bien, il va y avoir un appairage des données de la déclaration en douane avec l'immatriculation du camion. Donc le camion, comme ça, il va y avoir, quand il va rentrer dans le terminal ferry ou dans le terminal Eurotunnel, eh bien, le déclarant en douane qui a anticipé sa déclaration, il aura automatiquement une confirmation que la marchandise est bien chargée sur la navette Eurotunnel ou sur le ferry. De cette façon-là, il va venir valider la déclaration en douane, elle était juste anticipée. Là, cette fois, il vient la valider et le temps de la traverser, eh bien, la douane qui reçoit la déclaration en douane, elle va pouvoir affecter un statut à cette marchandise, un statut qui va permettre de décider si à la sortie, la marchandise, le camion est orienté en file verte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de formalité complémentaire à faire, il peut sortir du terminal et puis poursuivre sa route et poursuivre sa livraison. Donc là, vous voyez bien, c'est extrêmement fluide. Et puis, éventuellement, il y aura quelques camions qui seront orientés en file orange, c'est-à-dire en file soumise à contrôle, soit pour un complément d'information auprès du bureau de douane, ou soit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les contrôles des produits animaux au point d'inspection frontalier. Donc, l'information de la file verte ou de la file orange, eh bien, elle sera donnée au transporteur, soit au terminal Eurotunnel par un affichage sur un grand écran et il y aura l'immatriculation du camion et puis une
couleur verte ou orange, qui lui indiquera où aller. À la sortie des terminaux ferry, ce sera une liste qui sera diffusée sur des écrans du coup dans le ferry à l'intérieur. Donc comme ça, les transporteurs verront s'ils sont en rouge ou en orange, ils sauront s'ils peuvent sortir ou s'ils doivent se présenter. Et puis il y a même une possibilité qui est prévue, que le chauffeur laisse son numéro de téléphone portable. Il peut comme ça avoir l'information de sa file verte ou orange directement sur son téléphone portable. Donc c'est vraiment tout un système complètement interconnecté où on a vraiment utilisé l'existant, à savoir l'identification des plaques des camions qui existaient déjà dans les terminaux ferry et dans Eurotunnel, tout simplement pour identifier le propriétaire du camion et lui envoyer la facture du passage. Donc tout ça, c'était préexistant et on a juste créé un système pour faire le lien avec le système d'établissement des déclarations en douane. Donc vous voyez, ça permet comme ça vraiment d'évacuer un maximum de camions dans la file verte. Donc ces camions, ils ne vont pas venir s'engorger au point d'entrée. Alors sur la sortie, ça va être un petit peu plus simple. L'appairage de la plaque avec la déclaration en douane à l'export, ça va permettre de générer automatiquement le justificatif de sortie, puisqu'une fois que le camion sera confirmé comme étant sur le ferry ou dans le terminal Eurotunnel, eh bien la déclaration en douane va passer en statut sortie. Et de cette façon-là, l'exportateur aura la preuve que la marchandise a bien été exportée. Ce sera son justificatif fiscal. Dans tous les cas, vous voyez bien à l'import comme à l'export qu'il faut vraiment privilégier une anticipation des formalités de dédouanement. Il ne faut pas arriver au terminal sans avoir sa déclaration en douane anticipée, parce que de toute façon, le camion sera refoulé. Il ne pourra pas monter sur le ferry s'il n'a pas fait ses formalités de dédouanement. Donc il faut vraiment anticiper, et l'idée c'est vraiment d'anticiper au plus près de vos locaux. Et donc au plus près en bureau intérieur. Évitez de vous présenter vraiment au dernier moment pour établir vos formalités de dédouanement, parce qu'il y aura inévitablement d'autres camions qui vont attendre. Donc voilà un petit peu le système de la frontière intelligente. Alors pour la petite histoire, les Anglais n'ont pas ce système de frontière intelligente chez eux. Et j'ai lu qu'ils envisageaient éventuellement d'acheter la licence, parce qu'ils trouvent ça finalement pas trop mal. Alors je ne sais pas si ils vont finalement le faire, mais en tout cas c'est un système qui leur a plutôt plu. Donc voilà pour cette partie sur les formalités de dédouanement. Je vais vous parler des mesures de simplification et des facilitations qui existent, parce que là, vous vous repenchez un petit peu à l'occasion du Brexit sur vos formalités de dédouanement. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de bénéficier des simplifications et des facilités douanières qui sont offertes par la douane. Donc, soit pour gagner en fluidité et accélérer le dédouanement de vos flux, ou soit pour optimiser votre trésorerie. Il existe des solutions. La plupart se demandent en ligne sur le site de la douane. Et nous sommes là, aussi bien moi que Magali, à Dijon, pour vous accompagner dans ces choix-là. Donc je vais vous les détailler. Donc première simplification, et c'est une simplification auquel je vous invite vivement à songer, c'est la mise en place d'un transit. Donc le transit, ça permet l'acheminement des marchandises sous douane, en suspension de droits et taxes, jusqu'à l'intérieur du territoire pour arriver à un dédouanement à l'intérieur du territoire. Donc vous me suivez, ce que je veux avec le transit, c'est que vous évitiez de faire un dédouanement au point frontière. Qui dit dédouanement au point frontière dit inévitablement engorgement et attente. Donc le transit, ça vous permet de passer la frontière très simplement et puis d'aller dédouaner en bureau intérieur. Typiquement pour un flux qui viendrait du Royaume-Uni, et bien au lieu de dédouaner au point d'entrée, eh bien vous pourriez dédouaner à Dijon, à Besançon, là où c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille, plutôt qu'en frontière avec des centaines de camions qui attendront pour dédouaner. Donc c'est vraiment une solution pour fluidifier énormément le dédouanement au point frontière. Donc le transit donc à l'exportation, ça va être le transit commun pour les marchandises qui viennent d'Union européenne à destination du Royaume-Uni. Donc ça sera pour l'exportation. Et puis donc à l'importation, il y a 2 solutions. Bon, la solution principale, c'est celle du transit commun qui concerne les échanges entre les pays signataires de la Convention internationale de transit commun. Donc
États de l'Union européenne et pays signataires de la Convention de transit, hein, puisque le Royaume-Uni a dû adhérer à cette Convention internationale de transit lorsqu'il a souhaité sortir de l'Union européenne. Donc ça, c'est fait. Il va pouvoir justement émettre des titres de transit et notifier des titres de transit à l'arrivée. Petit point sur le transit de l'Union. Donc lui, il est possible qu'entre États membres de l'Union européenne, puisqu'il est fondé sur des règlements européens. Donc, il n'est pas possible de créer un transit de l'Union au départ du Royaume-Uni. En revanche, pour prévoir éventuellement le cas où un camion sortirait sans formalité de dédouanement et arriverait à Calais ou Dunkerque sans déclaration en douane, sans formalité de transit, il sera possible de créer un transit de l'Union sur les bureaux de Calais et Dunkerque. Donc si le camion arrive, sort du terminal qui n'a aucune formalité douanière, il sera en fil orange et à ce moment-là, il pourra créer un titre de transit. Et facilité supplémentaire, eh bien, il était prévu que ce titre de transit de l'Union pourrait être créé jusqu'à 72 heures à l'avance, avant même que les marchandises n'aient quitté le territoire britannique. Donc ça, c'est une facilité et une souplesse qui a été développée vraiment pour permettre la fluidité du dédouanement au point d'entrée. C'est possible uniquement sur Calais et Dunkerque et pas sur les autres terminaux ferry pour l'instant. Voilà pour ce point sur le transit. Donc il y a des autorisations complémentaires lorsqu'on veut accéder au transit. À l'importation, il faudra être destinataire agréé pour recevoir la marchandise dans vos locaux ou dans des locaux agréés qui peuvent être ceux de votre représentant en douane enregistré. Et puis à l'exportation, si vous voulez créer un titre de transit, eh bien, il vous faudra être vous ou votre prestataire de dédouanement expéditeur agréé et mettre en place une garantie, puisque je vous disais que le transit il s'effectue en suspension de droits et taxes. Donc il faut garantir le paiement de ces droits et taxes. Donc c'est toujours l'émetteur du titre de transit qui garantit ces droits et taxes. Donc c'est pour ça qu'il faut être expéditeur agréé. Autre facilitation et simplification proposée par la douane, le dédouanement domicilié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dédouanement domicilié? Eh bien, ça veut dire que le dédouanement s'effectue non plus au bureau de douane, mais dans vos locaux. Donc, soit parce que vous gérez vous-même vos formalités de dédouanement, mais également parce que vous avez identifié un lieu de dédouanement dans vos locaux et votre prestataire de dédouanement eh bien, effectue les formalités de dédouanement en indiquant que la marchandise à dédouaner est dans vos locaux. Donc ça permet d'éviter un passage au bureau de douane, ça permet de maîtriser vos flux, de maîtriser vos emballages et le chargement aussi de la marchandise dans le moyen de transport, chargement ou déchargement selon qu'on se situe à l'import ou à l'export. Donc vraiment dédouanement à domicile, c'est une simplification qui est très intéressante à demander aussi pour vraiment retrouver une maîtrise de vos flux. Ensuite, autre point à voir, éventuellement, mettre en place un régime particulier. Donc les régimes particuliers, ils vont être intéressants si des droits de douane s'appliquent dans les échanges de marchandises avec le Royaume-Uni. Si un accord de libre-échange est négocié et que les droits de douane sont à zéro, ces régimes perdront de leur intérêt. En revanche, si des droits de douane sont en jeu, ça pourrait être très intéressant de mettre en place ce type de régime. Je vous donne quelques exemples. Vous importez de la marchandise du Royaume-Uni, vous faites une opération de transformation dans l'Union européenne et vous réexportez ensuite cette marchandise, eh bien, vous pouvez mettre en place un régime de perfectionnement actif pour vous permettre de suspendre les droits et taxes sur les marchandises que vous allez importer du Royaume-Uni. Donc ça, c'est très intéressant, c'est le perfectionnement actif. Second régime intéressant, le perfectionnement passif. Ça, cette fois, c'est pour le cas où vous envoyez de la marchandise au Royaume-Uni pour des opérations d'ouvraison ou de transformation. Le régime de perfectionnement passif vous permet de réimporter ces marchandises dans l'Union européenne et de ne payer des droits et taxes que sur la plus-value qui a été effectuée au Royaume-Uni et pas sur la valeur totale de la marchandise. Donc ça, c'était le perfectionnement passif. Et un autre régime vous permet également de mettre en place un entrepôt sous douane. L'entrepôt sous douane, dans le cas où vous recevez une grande quantité de marchandises en provenance du Royaume-Uni, plusieurs conteneurs, enfin un conteneur complet en tout cas, s'il y a des droits de douane, eh bien l'entrepôt sous douane vous permet de stocker ces marchandises en suspension de droits et taxes et de ne payer les droits et taxes qu'au moment où vous sortez la marchandise de cet entrepôt sous douane.
Donc ça, c'est un régime aussi qui est extrêmement intéressant, qui vous permet aussi de gagner, de faire des gains, de trésorerie. Donc régime à envisager. Donc je vous le disais, c'est intéressant, si des droits de douane sont en jeu. S'il n'y a pas de droits de douane en jeu, il y a un peu plus simple, on peut suspendre juste la TVA, enfin on peut éviter d'avancer la TVA à l'importation avec, l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Donc un enchaînement magnifique avec, la diapo suivante. Donc l'autoliquidation de la TVA à l'import, c'est une autorisation qui vous évite, d'avancer la trésorerie. Puisque je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on fait une opération d'importation, eh bien on paye la TVA au moment de l'importation et puis, cette TVA, vous la déduisez, vous la déclarez sur votre déclaration de chiffre d'affaires en TVA déductible à l'importation et puis ensuite vous avez le droit de la déduire. Toutefois, vous avez quand même fait cette avance de trésorerie au moment de l'importation. Alors quand je dis que vous faites l'avance de trésorerie, hein, si vous ne faites pas vos formalités douanières vous-même, c'est votre prestataire de dédouanement, qui fait cette avance de trésorerie pour vous, qui vous envoie ensuite, la facture donc, de cette TVA qu'il a avancée pour vous et puis de sa prestation. Mais bon, bref, il faut toujours la payer au moment de l'importation et l'autoliquidation de la TVA, eh bien, ça vous permet juste de ne pas avoir à la payer au moment de l'importation. Elle est juste calculée, sur, la déclaration en douane d'importation et ensuite sur votre déclaration de chiffre d'affaires, vous la renseignez dans la partie TVA autoliquidée à l'importation et au final, vous n'avez jamais à l'avancer. Donc c'est une autorisation extrêmement intéressante. Il y a déjà énormément de sociétés qui en bénéficient. Donc n'hésitez pas à la demander. Il faut la demander auprès de nous, hein, douane française. Il y a certaines conditions, à respecter. La principale, c'est celle qui peut bloquer quelquefois, c'est qu'il faut avoir effectué au moins 4 importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des 12 mois précédant la demande. Donc on compte les importations qui sont effectuées en France, mais également les importations qui ont lieu depuis d'autres États membres de l'Union européenne. C'est le cas notamment si vous faites des opérations d'importation via la Belgique ou via les Pays-Bas. Et bien dans ce cas-là, nous, on ne les verra pas dans nos bases de données douanières strictement françaises, mais il faudra prouver que vous avez effectué des déclarations d'importation depuis ces États membres, donc simplement en produisant la copie de ces déclarations en douane. Donc voilà comment vous pouvez justifier, remplir ce critère. Donc les autres critères, c'est disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation, ne pas avoir commis d'infractions graves, aux dispositions douanières et fiscales au cours des 12 mois précédant la demande et enfin avoir une situation financière satisfaisante au cours des 12 mois précédant la demande. Mais en tout cas, c'est une facilité extrêmement intéressante à ne pas négliger. Alors voilà pour la partie, du coup, française, européenne. Alors que se passe-t-il de l'autre côté de la frontière? Comment ils travaillent nos amis anglais? Alors on a quelques informations. Donc je vous ai déjà parlé du numéro EORI, je ne reviendrai pas dessus. Il faut savoir que le Royaume-Uni, a déjà négocié, des accords, commerciaux bilatéraux, c'est-à-dire des accords de libre-échange, hein, pour avoir des échanges, à 0 avec ses pays partenaires. Donc on peut citer, Israël, la Corée du Sud, la Suisse, le Chili. Et puis, tout récemment, hein, au mois de juin, l'accord, Royaume-Uni-Maroc a été validé par le gouvernement marocain, donc ils ont un accord de libre-échange avec le Maroc et puis, donc ils négocient tous azimuts puisqu'ils ont lancé des négociations toujours au mois de juin avec le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et ils prévoient également d'adhérer au partenariat transpacifique, donc avec le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Canada, Mexique, Chili, Vietnam et Malaisie. Donc ils sont vraiment, motivés pour négocier des accords de libre-échange. Il ne faut pas oublier que, la motivation pour, sortir de l'Union européenne, c'était justement de pouvoir reprendre la main sur leurs échanges commerciaux et de pouvoir négocier librement leurs propres accords, sans être, comme ça freinés, enfin ça c'était leur avis, freinés par l'Union européenne. Donc voilà pour les accords commerciaux. Point très important, le 19 mai dernier, le Royaume-Uni a publié son nouveau régime tarifaire, le UK Global Tariff. Donc régime tarifaire, c'est-à-dire les droits de douane par type de marchandises, droits de douane qui s'appliqueront, lorsqu'ils seront sortis définitivement de l'Union européenne au 1er janvier 2021. Donc information très importante pour vous si vous échangez, avec le Royaume-Uni. Donc
évidemment, ces droits de douane, ce sont ceux qui s'appliqueront en l'absence d'accord de libre-échange. Donc si le Royaume-Uni et l'Union européenne arrivent à se mettre d'accord et à négocier un accord de libre-échange, les droits de douane ne frapperont pas les produits originaires d'Union européenne. Donc ils ont un peu toiletté les droits de douane qui s'appliquent aux marchandises. Ils sont quand même globalement basés sur l'existant, c'est-à-dire sur le tarif douanier applicable en Europe. Ils ont supprimé tous les petits droits de douane, c'est-à-dire ceux inférieurs à 2%. Et puis, ils ont veillé à protéger leurs filières stratégiques, la pêche, l'agriculture ou l'automobile, pour lesquelles ils ont maintenu des droits de douane plutôt élevés. Donc, dans la présentation, vous aurez le lien vers ce tarif, vers les tarifs douaniers, et vous pourrez également le télécharger, hein. Tout ça, c'est accessible sur le site du gouvernement britannique. Alors, quelques exemples de taxation. Les vins blancs AOP Bourgogne, vins rouges AOP Bourgogne, donc ils seront taxés entre 10 et 12 livres par hectolitre. Les pièces auto, elles seront taxées entre 2 et 4%. Et les véhicules automobiles, ils seront taxés à 10%. Donc, c'est des taux de droits de douane qu'on retrouve à peu près globalement dans l'Union européenne, hein. Quand on importe des véhicules automobiles, le droit de douane, il est aussi à 10%. Mais voilà un petit peu. Donc, vous pouvez retrouver comme ça les taux de droits de douane qui s'appliqueront à vos marchandises en l'absence d'accord de libre-échange au 1er janvier 2021. Et enfin, qu'est-ce qu'ont prévu nos homologues britanniques concernant le dédouanement des marchandises? Donc, au Royaume-Uni, hein, ils ont quand même une problématique importante, c'est que le Royaume-Uni est un État qui est beaucoup plus importateur qu'exportateur. Donc, ils ont vraiment voulu faciliter l'entrée des marchandises, l'importation des marchandises au Royaume-Uni. Et ils voulaient pas, il y avait une grosse crainte de pénurie, de voir des étals complètement vides. Donc le gouvernement anglais a mis en place un plan de transition de 6 mois qui commencera au 1er janvier 2021. Et selon ce plan de transition, eh bien, tous les importateurs du Royaume-Uni pourront bénéficier d'un délai pour déposer leur déclaration en douane d'importation et payer leurs droits et taxes. Donc très concrètement, quand ils vont recevoir de la marchandise, ils ne devront pas tout de suite faire une déclaration en douane d'importation. Ils seront autorisés à juste reprendre cette opération d'importation dans leur registre. C'est ce qu'on appelle une inscription dans les écritures du déclarant. Donc, ils devront suivre leurs opérations d'importation et ils devront les régulariser en début de mois suivant. Donc, déposer une déclaration en douane d'import et payer leurs droits de douane. Donc, pendant cette phase de transition de 6 mois, tous les importateurs pourront bénéficier de ces facilités de dédouanement. Alors, je dis tous les importateurs, à l'exception toutefois des marchandises réglementées qui, elles, devront faire l'objet d'une déclaration d'importation dès leur entrée sur le territoire. Alors, les marchandises réglementées au Royaume-Uni, l'alcool, le tabac, certains produits chimiques, et puis animaux vivants et plantes à risque devront en plus faire l'objet d'une notification préalable. Et donc, ces facilités de dédouanement, elles ne concernent que les flux vers la Grande-Bretagne, elles ne concernent pas les flux vers l'Irlande du Nord. Uniquement les flux vers la Grande-Bretagne. Et donc cette phase de 6 mois, elle est destinée vraiment à absorber au maximum les effets négatifs du Brexit, à savoir le ralentissement de l'approvisionnement du Royaume-Uni. Et puis à partir, au-delà de cette phase de transition de 6 mois, à partir de juillet 2021, tous les importateurs devront faire des déclarations d'importation dès l'entrée de la marchandise. Et ceux qui voudront continuer à bénéficier de cette procédure CFSP-EIDR, hein, quel est leur nom, ces procédures simplifiées de dédouanement au Royaume-Uni, eh bien, devront avoir une autorisation, devront en faire la demande. Donc ces informations-là, vous les retrouvez, je vous ai mis les liens vers le site anglais. Et vous trouverez aussi également, et ça peut vous être très utile, la liste des agents en douane et des opérateurs express pour janvier 2021, puisqu'il y avait une grosse carence de professionnels dans ce secteur-là. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ils ont dû être formés en urgence et du coup, la liste a été publiée et mise à jour régulièrement par le gouvernement britannique. Donc, vous pouvez la trouver en ligne si vous avez eh bien, des formalités de dédouanement à faire pour déjà prendre quelques contacts.
Les outils à votre disposition, alors il y en a plein, hein. Vous avez vu, il y a la CCI qui met à disposition un certain nombre d'outils. Là, je vous parlerai plutôt des outils gouvernementaux, le site Brexit en pratique, et puis des boîtes aux lettres Brexit, hein, qui sont mises en place auprès des différentes administrations compétentes, la douane, l'agriculture, les impôts, le travail, la santé, transport et CITES. Donc vous avez des adresses mail pour poser vos questions un petit peu plus précises dans les secteurs qui vous concernent. Et puis, nos coordonnées, à nous, douane, cellule conseil aux entreprises, pôle d'action économique. Donc si votre entreprise est implantée dans les départements 21, 71, 58 et 89, eh bien, ce sera ma collègue Magali Benet, cellule conseil aux entreprises. Et puis, pour les départements 25, 39, 70 et 90, eh bien, ce sera moi, à la direction des douanes, à Besançon. Voilà, merci à tous. Merci, merci beaucoup Delphine, merci de la présentation, merci aussi à toi Magali. Alors, quelques questions pour essayer de rester dans le timing qu'on s'était donné. Il y a eu quelques questions de la part de monsieur Poiret, je ne sais pas si vous êtes encore là. Si vous êtes là, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Monsieur Poiret, il avait des questions concernant notamment le dédouanement en bureau intérieur. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est toujours possible? Magali, Delphine? Oui. Alors, Julien, le dédouanement en bureau intérieur, c'est tout à fait possible et c'est même ce qu'on préconise, hein, puisque depuis l'entrée en vigueur du Code des douanes de l'Union, c'est devenu du droit commun. Donc, l'autorisation de dédouaner dans un bureau à proximité, enfin, bien un bureau à proximité de son entreprise, mais dans ses locaux personnels, non seulement c'est possible, mais on ne peut pas vous le refuser. D'accord. Monsieur Poiret, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous souhaitez activer votre micro pour poser éventuellement vos questions en direct? D'accord. Alors, il y avait une question également sur les marchandises importées. À quel moment le déclarant français lance-t-il la douane? Delphine? Delphine, oui, alors attends, pardon, j'avais un petit délai. Il lance la douane alors très, très pratiquement, hein, lorsque la marchandise est encore sur le territoire britannique. Il a l'information que le camion est chargé. Et puis là, je vous le disais, en transit, il peut faire une déclaration de transit anticipée jusqu'à 72 heures à l'avance. Hein, l'idée, c'est vraiment que lorsque la marchandise à l'importation va se présenter au terminal ferry ou au terminal Eurotunnel, eh bien, c'est que la déclaration, elle est déjà anticipée à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se coordonner avec le fournisseur, savoir quand la marchandise est enlevée chez le fournisseur britannique pour déjà commencer à préparer la déclaration. Et en tout état de cause, il faut que la déclaration soit anticipée avant que le camion se présente pour embarquer sur le ferry ou à Eurotunnel. Très bien, d'accord. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur Poiret? Quand le camion arrive, Julien, normalement, il sait automatiquement s'il est en fil verte ou en fil orange. Hein. Donc, la déclaration est déjà faite. D'accord. Et on avait une question aussi de la part de cette même personne sur la nouvelle convention NSTI. Alors oui, on ne parle plus de NSTI, on va parler bientôt de Delta T. Qui va être intégré dans l'outil Delta, hein, qui existe pour la déclaration. Donc les deux systèmes vont être interconnectés. Delta Delta T Delta G pour la déclaration et Delta T pour la partie transit. Mais après, je ne sais pas quelle était la question précise de l'opérateur. Non, il se posait la question effectivement de savoir quelle était ou quand est-ce que cette nouvelle convention allait être mise en place. Est-ce que tu as une date, Delphine? C'est en cours, hein, ça. Oui, mais la date de bascule? Non, alors. Elle a été reportée plusieurs fois. Ouais, puis les dates de bascule, elles sont en fonction des opérateurs. C'est surtout ça. Pour l'instant, il fonctionne faut aller voir à la fois dans NSTI et à la fois dans Delta T. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de lisibilité sur les dates de bascule de NSTI vers Delta T pour les opérateurs. Donc là, c'est vrai que pendant un moment, il faut aller voir dans les deux applicatifs. Très bien. Monsieur Cabot se posait aussi des questions, notamment sur l'estimation du coût d'une déclaration actuellement.
Monsieur Cabot, si vous avez de votre côté un micro, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Le coût des déclarations, ce ne sera pas spécifiquement inhérent à la douane. La déclaration, selon qu'elle est saisie par l'entreprise elle-même ou par un représentant en douane enregistré, c'est libre concurrence. Chaque représentant applique ses tarifs, donc c'est difficile de donner une fourchette de tarifs. Et il n'y a pas, lié effectivement aux nouvelles contraintes post-Brexit, il n'y a pas une majoration éventuelle d'un côté ou d'un autre qui pourrait expliquer un coût différent maintenant? Ah bah là, on peut imaginer, oui, éventuellement que les prestataires de dédouanement, ils vont anticiper des délais d'attente un petit peu plus longs et que ils vont facturer sans doute la prestation de façon un peu plus élevée. Mais là-dessus, nous, on n'a pas de lisibilité puisque nous, on est douane. Donc, il faut vraiment demander des cotations de transport du coup à plusieurs prestataires pour avoir un coût global d'opération, douane, acheminement, dédouanement. Mais là-dessus, on n'a pas de maîtrise du coup sur ces coûts de prestation. Merci de ces réponses. On avait aussi une question de la part de Madame Didier sur les camions qui pourraient connaître un incident avant. Alors attendez. Madame Didier, si vous êtes là, n'hésitez pas à prendre la parole. Qui pourrait avoir un incident. Je teste. Oui, on vous entend très bien. Bonjour. Allez-y. Oui, donc bonjour. En fait, bonjour. Quand on a des marchandises qui partent en groupage via nos partenaires, nos correspondants, on ne connaît pas toujours l'identité au départ du camion qui va franchir la frontière. Comment ça se passe dans ces cas-là? Et du coup, ça implique ma deuxième question. Si jamais, entre-temps, ça arrive quand même, le camion tombe en panne et que donc il arrive en point frontière avec un titre de transit et un numéro de plaque qui ne correspond pas à la réalité puisqu'entre-temps, il a changé de camion. Comment ça se passe? Là, après, de toute façon, il peut y avoir des changements jusqu'au dernier moment, puisque l'appairage entre la plaque et la déclaration en douane, ça se fait au moment où le camion arrive sur le terminal ferry ou Eurotunnel. Donc, il peut y avoir un changement par rapport au numéro de plaque qui sera peut-être déclaré sur la déclaration Delta G. Il n'y aura pas de contrôle de contrôle de cohérence, si vous voulez, entre la case de la déclaration Delta G où il y a le numéro d'immatriculation du camion et puis ce qui est issu des données du SI, par exemple du terminal ferry, pour vérifier que c'est bien le bon camion. Ce qui fait foi, c'est vraiment ce qui est déclaré quand le camion arrive sur le terminal. D'accord. Donc, on peut très bien partir avec un camion et voir un autre camion arriver. Oui. Ça sera vraiment le dernier qui arrive au terminal qui sera appairé avec la déclaration en douane. Donc, si on part avec un titre de transit, on peut tout à fait donc, faire partir notre titre de transit avec une plaque qui sera différente du franchissement de la frontière. Ouais, c'est ça, même principe, Delta G ou titre de transit. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. On a une question concernant les groupages de marchandises sensibles. Monsieur Derepas qui se pose la question à un sujet. Quid de ces groupages? Est-ce que est-ce que ça va être réellement différent post-Brexit que ce qui est le cas maintenant? C'est ce à quoi tu faisais allusion sur les biens double usage ou ces choses-là? S'il y avait dans le lot de ce qui est dans le camion des marchandises qui feraient l'objet d'une déclaration avec licence, j'imagine. C'est ça. Oui, bonjour. Après, on a Monsieur Derepas. Idéalement, allez-y. Pardon. C'est en cas où on transporte en groupage avec du conventionnel et des marchandises soumises à certains certificats, étant donné qu'il y aura certainement un poste frontière aussi côté britannique. Nous, on est plus à l'export. Je voulais savoir, en fait, notre crainte, c'est que le transporteur ne reprenne pas notre marchandise parce qu'il sait qu'il va avoir un stop aux frontières. Alors, normalement, c'est pour ça qu'on vous invite à faire du dédouanement à l'intérieur du territoire, parce que si vos formalités ont été traitées avant l'arrivée sur le port, en principe, vous ne serez pas arrêté. On sera arrêté puisqu'il y aura certainement un contrôle vétérinaire en frontière.
Ouais, je reprends la main, Magali. Oui, dans ces cas-là, Ouais. c'est à craindre qu'un transporteur soit un peu réticent pour transporter des marchandises conventionnelles avec les vôtres, puisqu'il va se dire oui, bah, évidemment, Eurosérum, ils vont être bloqués à la frontière. Donc, Ouais. d'où la nécessité d'organiser au maximum le transport. Voilà, pour faire vraiment le point, ça sera à voir avec votre transporteur pour oui, bah, le prévenir, hein, qu'il anticipe le fait que lui va devoir s'arrêter en CIVEP, enfin l'équivalent du CIVEP côté britannique. Ça, oui. Merci. Vous confirmez ce que je crains. Merci. Ouais. Et peut-être une dernière question de la part de Monsieur De Kitt concernant la déclaration de sûreté ENS. Si vous êtes équipé d'un micro, Monsieur De Kitt, je vous en prie, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour, Pascal De Kitt, DHL. Je voulais savoir, au niveau de l'ENS, la déclaration de sûreté préalable à tout envoi maritime, est-ce qu'elle sera prise en compte ou comment sera-t-elle prise en compte? Alors, j'ai pas entendu le début de la question. T'as la réponse, Delphine? Alors, j'ai pas entendu le début de la question. Alors, Ça a coupé. Oui, c'est concernant la déclaration de sûreté. Sûreté sécurité, quand on Oui. fait un envoi maritime, automatiquement, on doit faire une déclaration ENS. Donc là, à ce niveau-là, comment cela va-t-il se passer? Concrètement, en pratique? Bah, là, de toute manière, la formalité ENS, elle sera anticipée en même temps que la déclaration en douane. Enfin oui, elle sera anticipée aussi. Après, en ce qui concerne les contrôles de sûreté, il faudra voir parce que de l'issue des négociations là, qui se tiennent en juillet, peut-être que le Royaume-Uni aura un statut un peu comparable à celui de la Suisse, avec une exemption de ces déclarations ENS. Donc, pour l'heure, je crois qu'il faut aussi attendre un petit peu l'issue des négociations, voir ce qui est décidé. Tout ce qui est ENS, je pense qu'on aura un peu plus de lisibilité, peut-être dans le courant de l'été ou au moins à la rentrée là-dessus, pour savoir comment ça pourrait être pris en compte. D'accord. Et encore une question sur le transit. Donc, sur le transit commun, si on établit un transit commun, vous avez annoncé que les déclarations sur le territoire UK pourraient s'effectuer le mois suivant l'arrivage de la marchandise, dans un délai de 6 mois, en période de renouvellement. Ah, ça, c'est pour Oui, c'est pour les formalités d'importation. Hein. D'importation en Angleterre. À l'entrée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ils auront un délai. Quid de l'apurement du transit? Ah bah, ils vont apurer le transit, mais après, c'est la déclaration qui ne sera pas forcément formalisée immédiatement. Donc, automatiquement, il y aura la déclaration de sortie du transit, d'apurement du transit. Ah oui, le transit sera apuré, ça dans tous les cas. Par contre, voilà, ce qui sera différé dans le temps, c'est la déclaration d'importation avec paiement des droits et taxes. Oui. Et donc, pour les dédouanements en bureau intérieur, la marchandise arrivant du Royaume-Uni, le déclarant va devoir établir un transit jusqu'à destination. Tout à fait. Au départ, dans l'Angleterre. Qui sera notifié. Donc, il n'y a pas possibilité que le Royaume-Uni établisse ses transits. Parce que c'est toujours une histoire de garantie. La garantie va être prise sur le transitaire, sur l'émetteur du transit. Oui, forcément. Là, le transit, ouais, mais il sera émis pour une importation au Royaume-Uni. Le transit, il sera émis. Il sera émis en France. Bah si. Le transit qui sera émis depuis le Royaume-Uni jusqu'à l'intérieur du territoire communautaire, effectivement, il sera l'objet effectivement d'une garantie au départ. Oui, d'une garantie au départ, mais je vois très mal nos confrères anglais établir des transits en prenant leur caution jusqu'à destination. Donc, ce sera à nous d'établir. Ils ont adhéré à la convention. On fait pour la Suisse aujourd'hui, hein. On le fait bien pour d'autres. Ouais. Donc, nous, on devra établir un transit au départ de Calais ou de Dunkerque pour faire le dédouanement sur un bureau intérieur.
Pas forcément. Vous pouvez le faire à l'intérieur du territoire. Je ne comprends pas. La marchandise arrivant de Grande-Bretagne, automatiquement, le point d'entrée, s'il n'y a pas de transit d'émis au départ du Royaume-Uni, vous devez l'établir à partir de Calais ou de Dunkerque. Oui, c'est ça, tout à fait. Après, il faut espérer quand même que, au départ du Royaume-Uni, il puisse y avoir création d'un titre de transit, puisqu'ils ont quand même adhéré à la convention de transit commun. Donc, on espère bien qu'ils vont pouvoir créer des transits depuis chez eux. Hein, la possibilité de créer des transits au départ de Calais et Dunkerque, des transits de l'Union, elle a été mise en place parce que au départ, il y avait beaucoup d'incertitudes sur le fait que le Royaume-Uni adhère à cette convention de transit commun. Donc, pour permettre un dédouanement à l'intérieur du territoire de l'Union, la douane a trouvé comme solution de pouvoir créer malgré tout des transits depuis Calais et Dunkerque. Mais c'est vrai que la principale, la voie royale, hein, c'est quand même de créer des transits au départ du Royaume-Uni. Tout à fait. Donc, il va falloir qu'ils acquièrent cette culture du titre de transit créé au départ depuis le Royaume-Uni. Oui. On espère. Ok, merci pour la réponse. Merci encore. Et puis une dernière question avant de clôturer la réunion, qui a son importance, parce qu'elle concerne le numéro EORI, pour que les choses soient bien claires. Madame Tournier se pose la question de savoir s'il faut créer un numéro EORI propre au Royaume-Uni ou est-ce que celui-ci est identique à celui qu'elle possède déjà pour les DOM-TOM. Alors le numéro EORI... Le numéro EORI qui a été créé dans les DOM-TOM, ce n'est pas le même que celui qui pourrait être émis depuis le Royaume-Uni, en fait. Effectivement. Voilà, je préférais, comme ça, les choses sont très claires. Magali, je te laisse continuer. À partir du moment où l'entreprise est implantée ou est susceptible de payer les droits et taxes sur le territoire britannique, il faudra qu'elle soit identifiée sur le territoire britannique. C'est malheureux, effectivement, ça implique des numéros EORI multiples, hein, si l'entreprise a effectivement des établissements ou des structures dans plusieurs États. Mais effectivement, on ne peut pas contourner le principe d'une identification dans le pays de destination. Ou de départ, ça dépend si effectivement on expédie depuis le Royaume-Uni. Merci Magali, merci Delphine. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore quelques autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. On vous enjoint bien évidemment à nous contacter le service entreprise Europe de la CCI Bourgogne-Franche-Comté, les services PAE des douanes sur Dijon, sur Besançon, afin de nous poser vos questions, celles qui sont restées sans réponse aujourd'hui. Et nous, de notre côté, nous réorganiserons d'autres réunions de ce type, alors peut-être en présentiel quand les temps sanitaires le permettront. Sur les avancées liées aux négociations du Brexit. Merci à tous d'avoir participé. Merci encore une fois aux douanes de Bourgogne et de Franche-Comté. Et puis à très bientôt. Merci encore. Merci à vous. Merci. Et on peut envoyer les présentations.